Une délégation sénégalaise dévoile des documents historiques longtemps cachés par la France sur le massacre de Thiaroye 44. Ces révélations marquent une étape cruciale vers la lumière sur ce drame vieux de 80 ans. Leadership féminin au nouveau souffle en Afrique de l'Ouest, le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders lance un projet pour autonomiser les jeunes femmes au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Une initiative pour faire entendre leur voix dans les sphères politiques et économiques. Macky Sall annonce son départ de l'Assemblée nationale. L'ancien président, élu député sur la liste Takowalo, annonce qu'il démissionnera à l'ouverture de la 15e législature. Il remercie ses électeurs et souhaite succès aux députés de sa coalition. La Biennale de Dakar célèbre l'art et le dialogue culturel. L'Association pour le développement des métiers artistiques expose ses œuvres au monument de la Renaissance. Elle met en avant la collaboration artistique entre l'Afrique et les États-Unis pour promouvoir les échanges culturels. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Nouveaux éléments sur Thiaroye 44, la délégation sénégalaise envoyée en France pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre a révélé la découverte de documents inédits longtemps gardés secrets par les autorités françaises. Ces archives dévoilées lors d'une conférence de presse pourraient éclairer les zones d'ombre de cette tragédie historique, suivant ce compte-rendu de Djibril Diallo et Pape Ousseynou Ngom. Thiaroye 44, c'est l'histoire d'un crime colonial dont la vraie histoire n'a jamais été racontée. Sur cette histoire, tout est sombre. Début novembre 1944, près de 2000 tirailleurs venus de plusieurs colonies françaises d'Afrique de l'Ouest en 1940 pour libérer l'Hexagone de l'occupation nazie sont embarqués de France pour être ramenés en bateau à Dakar. À leur arrivée, ils réclament le paiement de leur arriéré de solde et divers primes et indemnités de combat, demande légitime, mais les autorités françaises d'alors décident de répondre autre. 80 ans après, le mystère demeure toujours autour de ce douloureux événement qui s'est passé à l'aube du 1er décembre 1944. Combien de tirailleurs ont embarqué à Morlaix? Y a-t-il une liste nominative des tirailleurs embarqués? Y a-t-il eu des débarqués à Casablanca? Combien de tirailleurs ont débarqué à Dakar? Le nombre de morts décompté le jour du massacre. Le nombre de blessés. Combien de tirailleurs décédés suite à leurs blessures, des suites de leurs blessures? Où sont-ils enterrés? Y a-t-il des fosses communes? Combien de tirailleurs ont été acheminés vers Bamako? Un ensemble de questions auxquelles une délégation conduite par Rokhaya Fall s'est rendue en France pour tenter de trouver des réponses. Une mission payante. Elle a permis à la délégation sénégalaise de mettre la main sur des documents inédits qui constituent un grand pas vers la manifestation de la vérité historique. Nous avons pu avoir des choses inédites. Nous avons dans un premier temps été en contact avec des éléments qui ne parlaient que du contexte général, qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons eu aussi, par exemple, des actes de décès de tirailleurs fournis. En explorant les registres de décès de Dakar de 1945, nous avons relevé beaucoup d'actes de décès de tirailleurs. Mieux, des sources iconographiques trouvées sur place ont permis de mettre un visage sur certains prisonniers de guerre, des informations cruciales qui permettent aussi d'aller vers d'autres pistes de recherche supplémentaires. La recherche va se poursuivre pour combler les lacunes trouvées. La recherche entamée en France va aussi pouvoir se poursuivre ailleurs, telles que dans les archives britanniques, dans les archives américaines aussi. Jeudi 1er décembre 1944, des centaines de tirailleurs sénégalais revenus de guerre sont massacrés à Thiaroye. Massacre, un terme que les autorités françaises ont enfin reconnu. Le comité pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye salue un pas important
mais promet la poursuite des recherches pour éclairer les zones d'ombre qui entourent cette affaire depuis 80 ans. Merci Djibril Diallo. Le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders passe à l'action. Il a officiellement lancé un projet ambitieux pour l'autonomisation et le leadership des jeunes femmes dans 4 pays. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Objectif, renforcer leur voix dans les instances politiques et économiques. Mamadou Kanté, Fally Diop nous en disent plus. Face aux nombreux défis de participation des femmes et des jeunes à la vie politique et publique dans la sous-région ouest africaine, un nouveau projet est né pour remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour procéder au lancement officiel du projet, qui est dénommé le projet d'autonomisation et de leadership des jeunes femmes en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui vient en tout cas pour renforcer le leadership transformationnel des jeunes femmes, mais aussi favoriser une meilleure participation politique des jeunes femmes et des jeunes également dans les instances, parce que nous avons vu que c'est un besoin criard aujourd'hui, même s'il y a des avancées qui ont été notées dans plusieurs pays, mais il y a énormément de défis qui restent à être relevés. L'absence d'une pleine émancipation politique des femmes, notamment en tant que décisionnaires dans le processus politique et de pays, continue d'être une réalité. Le projet compte être une solution alternative dans 4 pays de la sous-région. Le choix de ces 4 pays, parce que tout simplement, nous pensons que dans la sous-région ouest africaine et dans le Sahel, la Côte d'Ivoire spécifiquement va aller aux élections l'année prochaine. Il y a également le Burkina et le Mali également, qui sont des pays voisins, et on a à peu près les mêmes réalités sociales et culturelles. Et c'est ce qui fait que nous avons pensé, en tout cas dans le cadre de ce projet, nous mettre ensemble et travailler en synergie pour atteindre les objectifs escomptés. Le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders peut ainsi compter sur l'appui du ministère de la Femme. Nous les rassurons aux autres acteurs qui s'intéressent que le ministère ne ménagera aucun effort pour les accompagner pour cette initiative et pour d'autres qui seraient aussi bien concluantes pour les femmes, notamment les jeunes femmes. Après les législatives anticipées au Sénégal, la représentativité des femmes à l'hémicycle a connu une baisse par rapport à la 14e législature. Et même si celle des jeunes a augmenté, ces résultats en disent long sur les défis à relever. Le Sénégal mise sur Amadou Hott pour diriger la Banque africaine de développement. L'ancien ministre de l'économie a officiellement présenté sa candidature soutenue par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Avec plus de 25 ans d'expérience, Amadou Hott incarne un leadership susceptible de relever les défis climatiques et économiques du continent, selon le ministre Yassine Fall. Protocole de Cap Manuel, une révélation de Robert Bourgi sur le plateau de MNF. Le conseiller politique affirme que ce protocole aurait conduit à la libération de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Il soutient que le président Macky Sall aurait exprimé son souhait de quitter paisiblement le Sénégal. Vous voulez dire que devant la Kaaba, quand Macky Sall promettait de laisser la place aux jeunes, il pensait à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye, avec certitude. À 100%. Madame, à 100%. Depuis la libération du tandem Sonko-Diomaye et de la prison de Cap Manuel, l'on a cessé de parler de protocole entre Macky Sall et ses virulents opposants d'alors. Selon Robert Bourgi, invité de MNF, le président Macky Sall lui a fait savoir qu'il voulait partir en paix. Il n'a pas prononcé ce mot négociation. Il m'a dit il est temps de laisser la place, il est temps pour moi de partir et il est temps pour moi de laisser la place aux jeunes. Je veux arrêter, je veux vivre, me consacrer à la famille, je veux lire, je veux voyager. Voilà. Et dans la tête du seul Macky Sall, c'est là qu'il est né le protocole du Cap Manuel. Longtemps considéré comme le successeur de Macky Sall à la tête du pays, Amadou Ba n'a pu bénéficier du soutien nécessaire de son propre camp. Mais pour Robert Bourgi, Macky Sall n'a jamais été l'ennemi d'Amadou Ba, mais plutôt son entourage. C'est pas Macky Sall qui a poignardé Amadou Ba. Ah bon? Ce sont les gens autour de Macky Sall qui ont eu sa peau. Ils voulaient la peau d'Amadou Ba. Pourquoi? Mais est-ce que je sais, madame? Ils étaient 4. Ils sont 4.
Ah bon? Ils sont 4. Un jour, sans le micro, sans rien, je vous le dirai. Pour lui, Amadou Ba doit se retirer de la scène politique et accompagner les jeunes. Tel que je vois voter les jeunes, tel que je les vois discourir, tel que je vois leur audience, je me dis il n'y a pas de place avant 10 ans pour d'autres politiques. Et dans 10 ans, Amadou Ba aura 74 ans. Mais elle n'entachera en rien la bonne audience qu'il a dans l'opinion publique. Assemblée nationale, en bref, Macky Sall annonce sa démission. L'ancien président, tête de liste de Takowalo, a déclaré sur sa page Facebook qu'il va quitter son poste de député à l'ouverture de la 15e législature. Il a remercié ses soutiens tout en souhaitant succès aux nouveaux élus de sa coalition qui a obtenu 16 sièges. En bref, toujours, amende honorable de Adama Gaye, le journaliste accusé de diffusion de fausses nouvelles après ses propos sur le décès de Mamadou Moustapha Ba. A présenté ses excuses devant le tribunal. Il reconnaît avoir manqué de prudence après 45 ans de carrière. Le procureur a requis 6 mois avec sursis contre le journaliste, en plus d'une amende de 500 000 francs CFA. Le délibéré sera rendu le 6 décembre prochain. Souveraineté alimentaire, Aliou Ndiaye, président de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce et similaires, appelle à des solutions globales pour la sécurité du domaine. Selon lui, l'accès à la terre, à l'eau et à des intrants de qualité est essentiel. Pour atteindre cet objectif, il s'est confié à Bakary Cissé. Confondre les deux concepts, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire à travers le monde, l'Union internationale dont je suis le président a comme socle la souveraineté alimentaire. C'est ce que nous prônons à travers le monde. Donc, j'ai écouté un peu la politique agricole proposée par les nouvelles autorités. À mon avis, ça peut aboutir, mais pour moi, il manque certaines choses aussi. Comme on le dit, la politique agricole, c'est toute une chaîne. C'est de la formation du producteur à la transformation et à la commercialisation du produit. Donc, c'est tout un processus. Maintenant, si tout le processus n'est pas respecté, les objectifs peuvent ne pas être atteints. On peut peut-être atteindre la moitié des objectifs ou les 2/3, mais on ne pourra pas atteindre les 100% de l'objectif visé. Comme j'ai l'habitude de le dire aussi, un pays qui n'a pas atteint sa souveraineté alimentaire n'est jamais indépendant. Exploitation illégale de l'or à Kédougou, la société civile tire la sonnette d'alarme. Sous la coordination de Gimba Diallo, elle dénonce des activités minières qui violent les décrets interdisant l'exploitation à moins de 500 mètres des fleuves. Nous avons eu des échos comme quoi le fleuve Gambie aussi est l'objet d'agressions. Et peut-être même qu'il y a même eu des gens qui sont même rentrés dans le parc. Ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons voulu vraiment vous appeler pour surtout alerter les autorités, mais surtout impliquer les populations afin qu'elles puissent vraiment jouer leur rôle. Parce qu'avant que les autorités ne puissent faire quelque chose, il faudrait forcément qu'elles soient alertées par les populations. Il faut que celles-ci aussi soient conscientes qu'il y a danger. C'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau du Forum civil, nous avons eu à installer des OTSE, observatoires territorial sur le secteur extractif. L'entreprise qui exploite, il y a à Bantako des Chinois qui sont là-bas, je ne connais pas le nom de l'entreprise, mais nous étions là-bas, on a vérifié de nos propres yeux où on a trouvé qu'il y a des Chinois qui exploitent. Mais au-delà de ça, il y a une entreprise, un GIE Djigi, qui aussi est en partenariat avec des Chinois qui sont aussi au niveau de Koutifinkoto. Mais il y a aussi Nogamine qui est au niveau de Tambanouya, aussi qui exploitent, qui sont aussi au bord du fleuve. L'agression sur l'environnement. Mais nous, ce qu'on a vu de nos propres yeux, c'est d'abord la couleur de l'eau qui a changé, qui n'est pas du tout normale.
Et aujourd'hui, on a constaté qu'après le changement, tous les maraîchers qui sont au bord du fleuve ont vu leurs pépinières en train de mourir. Donc après, c'est eux qui nous ont alertés pour dire que nous, on n'arrive plus à pouvoir continuer à arroser, continuer à faire notre production parce que l'eau là est très sale. Protection de l'environnement, changer le quotidien pour protéger l'environnement. À Louga, Abdoulaye Cissé d'Enda Ecopop ambitionne d'introduire 8 millions de foyers améliorés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Retour sur un projet innovant lors du Forum des entrepreneurs d'Yambar. L'enjeu était à travers ce projet de parvenir à diffuser au moins 8 millions de foyers améliorés au Sénégal d'ici 2030. Donc, nous avions 3 entités d'exécution, dont Enda Ecopop, Enda Energy et Concept, avec l'appui de NDF qui travaille sur la filière production. Et nous étions chargés d'assurer la distribution des foyers améliorés dans tout le Sénégal, surtout dans les zones rurales où on avait constaté que les foyers améliorés n'étaient pas encore bien diffusés et c'était des zones où il y avait un grand enjeu pour que ces femmes, ces brasses femmes, qui, avec la cuisson, avaient énormément de difficultés au niveau sanitaire, surtout avec la fumée et autres, pour qu'ils parviennent à utiliser ces foyers aussi et contribuer au développement économique de ce pays. Et puis une note culturelle dans ce journal Art et échanges culturels à la Biennale de Dakar. Au musée du Monument de la Renaissance africaine, l'association pour le développement des métiers artistiques dirigée par un professeur d'art expose ses œuvres et promeut la collaboration entre l'Afrique et les États-Unis. Un reportage signé Omar Thiam Papassar. Par ici pour succomber à la beauté de l'art. Exposées au 3e rang du monument de la Renaissance africaine, les œuvres de l'Association pour le développement des métiers artistiques attirent les plus curieux, et notamment ce tableau qui cache une explication philosophique. Le titre de l'œuvre d'ailleurs c'est 1 plus 4 reste 1. 1 plus 4 reste 1 veut dire que, oui, à chaque fois qu'il y a un autre président qui s'ajoute, il ne restera qu'un seul président. Pour ce dernier, il faut compter 1 500 000 pour le ramener à la maison. L'auteur, Mamadou Ndoye, partage la même passion avec 3 autres collaborateurs sous le thème promotion artistique et échange culturel entre l'Afrique et la communauté américaine. Nous avons des artistes d'ici et des artistes des États-Unis qui font partie de cette association internationale. Donc ça va nous faciliter, n'est-ce pas, de continuer ce dialogue du travail pour pouvoir bien élargir notre travail dans le sens positif pour la connexion des peuples. Quoique son talent et celui des férus d'art est moyennement reconnu. Je sens quand même que sur le plan international, ils sont très réactifs. Voilà. Et nous souhaitons que ça se fasse de la même chose concernant nos autorités. Présente à sa première biennale, l'association est frappée par l'intérêt que cette dernière suscite et a hâte d'avoir une place de choix lors des prochains événements. Là, je crois que vraiment si toutes les structures culturelles faisaient cela, ça pourrait faire l'affaire sur le plan artistique. Isabelle Jarret disait qu'on peut réduire une œuvre d'art à son seul prix, mais cela ne représentera jamais sa valeur réelle. Celle exposée par le natif de Ouakam oscille entre 600 000 et 1,5 million, un prix qui parfois peut sembler dérisoire pour de fins connaisseurs. Hors de nos frontières, le Tchad met fin à 66 ans de coopération militaire avec la France. Cette décision marque une volonté de redéfinir ses partenariats stratégiques tout en affirmant sa souveraineté. Un retrait des troupes françaises est désormais attendu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7TV. Bon week-end. Au revoir.